Ok, voilà. Eh bien, très bien. Donc désolé, il a fallu s'organiser un petit peu. Ouais, je crois que je vais rester comme ça sera plus simple. Voilà. Ok, très bien. Alors merci pour votre patience, hein. Vous avez dû attendre quelques minutes. Si vous êtes arrivé en cours de route, juste que vous ayez l'information, c'est simplement que nous avons diffusé le premier enseignement de Jigme Rinpoche sur la purification, de manière à nous préparer pour avoir tout le contexte qui nous permettra ensuite de pouvoir accomplir cette pratique ensemble, bien sûr pour les personnes qui le souhaitent, mais on a pensé que ce serait une bonne chose que d'entendre ça et ça nous permettrait d'avoir tout ce contexte. D'où les quelques minutes de retard parce que ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu, puis il y a eu différents aspects euh, techniques à régler. En tout cas, sachez qu'on a pu finalement diffuser cette vidéo sur la session Zoom, ce qui fait que c'est ce qu'on fera la prochaine fois. Ça sera plus simple si vous n'avez pas réussi à récupérer ces vidéos sur la chaîne YouTube de Dapo Kaduling. Comme ça donnera l'occasion aux uns aux autres de pouvoir consulter ces vidéos. Voilà. Alors écoutez, on va commencer. J'espère que vous m'entendez bien, que l'image est claire. Vous n'hésitez pas de le dire si ce n'est pas le cas. Mais normalement, ça devrait être OK. Alors, voilà. Alors on va commencer sans autre avec une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, et puis cette prière aussi au maître spirituel pour recevoir l'inspiration bénéfique, la bénédiction en fait. Et puis ensuite on rentrera dans la pratique avec au départ quelques petites instructions juste en guise de rappel pour accomplir cette pratique du calme mental. Puis ensuite une première période méditative puis ensuite, quelques instructions peut-être complémentaires qui viendront. Oui. Oui. Oui, oui, mais justement, il y a aussi des personnes nouvelles, donc non, non, mais aucun problème, voyons. Non, non, ça part d'une bonne intention. Alors. Donc oui, oui, il peut y avoir bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il peut y avoir des personnes nouvelles aussi, donc quelques petites instructions seront données pour éclairer le sens de tout ça. Voilà, on commence donc avec prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. O sangye chu tang tsoge chu nam la chan chu paratu da ne chap sui chi da ge jin so ge pe sunam ge tro la pen chiri sangye dru parai shu sem chen tam che de wa tang de ve ju tang den parai ju chi Dungal tong dungal ke chu tong chol warai juru chi Dungal me pe de wa tong pa tong men chol warai juru chi Nye rin cha tong nye tong chol wai tong nyum chen po la parai juru chi Pal den tsa wai la ma rin pa che da ge che warai pe me den chol la Karin chen pe go ne je sun de ku sung tu ge ngo rom tsel tu Je vous suggère aussi de juste prendre quelques instants pour se placer dans cet précieux esprit d'éveil.
L'idée du refuge et de la précieuse ou du précieux esprit d'éveil, c'est simplement de se placer dans une perspective, on pourrait dire, d'ouverture en quelque sorte. On peut le comprendre comme ça, d'une manière très simple. Ouverture à nos qualités fondamentales, bien sûr, et qui signifie qu'on reconnaît, alors c'est très théorique au départ, mais c'est important malgré tout, on reconnaît que nous avons un plein potentiel d'éveil présent, juste voilé temporairement. Alors ça fait des temps, du point de vue bouddhiste, ça fait des temps sans commencement que c'est voilé, mais c'est pas parce que c'est voilé depuis si longtemps que ça nous empêche fondamentalement de réaliser l'éveil. Et tout va dépendre aussi du développement de notre intention. C'est très important. Évidemment, quand je dis tout cela, ça ne peut pas prendre place en tant qu'une compréhension très claire d'un coup d'un seul. Ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment à la suite de l'écoute pendant répéter, on pourrait dire, des enseignements du Bouddha, une forme de familiarisation aussi avec cet enseignement que petit à petit ce genre de concepts, parce qu'au départ c'est des concepts, deviennent beaucoup plus clairs. Ensuite ça peut devenir vraiment une réelle conviction intérieure et un jour ça devient vraiment une foi inébranlable en ces qualités profondes qui sont les nôtres. Et c'est la même chose avec le refuge. Au départ ça semble un peu peut-être même parfois étrange, et petit à petit on comprend le sens qu'il y a à se tourner ainsi vers notre véritable nature. On comprend aussi le sens qu'il y a à faire des souhaits afin de réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est juste mentionné, on ne va pas développer ça du tout maintenant, mais c'est simplement une façon d'entrer dans la pratique avec une tournure d'esprit qui soit tout simplement favorable. Ça peut suffire de le comprendre ainsi dans un premier temps. Maintenant, nous entrons tout de suite dans la pratique méditative. Comme vous avez certainement l'habitude, on ne va pas faire de longues sessions, ce seront 10 minutes, 15 minutes, pas plus, de manière à garder cette qualité de fraîcheur, cette qualité de présence aussi durant la pratique. Et ensuite, nous sortons de cette période méditative, peut-être pour rappeler quelques instructions, pour se détendre aussi, sortir de la posture ou reprendre la posture d'une autre manière. Et poursuivant ainsi, entre moments méditatifs et courts moments de pause, eh bien, on accomplit ainsi cette session. Du point de vue des instructions, c'est toujours les mêmes, essentiellement parlant, c'est-à-dire il s'agit du point de vue du corps, pourrait-on dire, d'observer eh bien, cette posture du corps la plus droite possible, idéalement, de manière à garder la colonne vertébrale droite. Et du point de vue de l'esprit, tâcher de... On pourrait dire qu'il y a deux points fondamentaux. D'une part, ne pas chercher à approprier les phénomènes mentaux, les pensées, les états, les sensations, n'importe, qui s'élèvent en l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vouloir les attraper et d'en devenir absolument propriétaire. On peut se borner, et c'est pas se borner d'ailleurs, mais on peut tâcher de cultiver un regard présent, attentif à cela, peut-être même un peu curieux, un regard curieux. Ça pourrait être intéressant d'avoir un regard curieux sur les mouvements de l'esprit, simplement, pour découvrir petit à petit, progressivement, très progressivement, quelle est la nature de tous ces phénomènes mentaux qui apparaissent, qui pourtant sont insaisissables. Et du point de vue de l'esprit, donc, rester dans une observation du présent, on pourrait dire, mais pas un présent qu'on cherche à saisir, mais un présent qui nous rappelle à la présence. Et donc, dès lors qu'on voit des pensées qui ont trait au passé ou au futur, dès qu'on se sent avoir envie de s'investir dans tout cela, ce qui est normal évidemment, eh bien simplement on revient au support. Et le support a une grande importance. Le support, c'est le point de retour, c'est le point de repli. Ce point de repli, ça peut être le va-et-vient du souffle, c'est-à-dire le fait de sentir le souffle qui passe par nos narines. Ça, c'est un support où l'on va développer une qualité d'attention à l'égard de ce support. Ça peut aussi être la présence simplement du corps ou le mouvement du ventre, de l'abdomen qui suit la respiration. C'est un support. Il peut y avoir un support visuel si on place son regard sur
par exemple, comme nous disent les textes, sur un petit caillou, sur un pilier, sur un mur en face de soi. Ça peut être des choses très simples, sur une tanka. Mais attention, le but, c'est pas de regarder l'objet, pas du tout. Donc faites en sorte de suivre les instructions, que l'objet soit le plus simple possible, parce que sinon l'esprit part dans l'observation ou la fascination de ce qu'il regarde. Le but, c'est simplement de placer la conscience sur un objet. Et l'objet compte pas, c'est simplement un point d'arrivée pour la conscience, de maintien. Du point de vue des instructions, on pourrait dire que essentiellement cela revient à rappeler ceci. On rentre dans la pratique maintenant et ensuite on a toujours un espace en plus pour échanger, poser des questions, voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire avec tout ce qui se passe en termes d'expérience.
Une petite pause. Vous pouvez vous étendre, vous étirer, changer de position, bien sûr. Tout est possible. Rappelons-nous que le support choisi est toujours lié à un domaine des consciences sensorielles. On n'a pas beaucoup l'habitude pour nous de voir les choses ainsi. On va surtout penser que nous avons une conscience, mais du point de vue bouddhiste, évidemment que nous avons une conscience, mais on précise les choses. On va parler de 6 consciences sensorielles, ou même on parlera de 8 consciences. On ne va pas rentrer dans le détail de ça. Restons sur l'idée des 6 consciences, qui sont les 5 consciences des sens et une conscience mentale. Et ce qui est intéressant, alors il y a plein de raisons pour lesquelles c'est intéressant, même dans la dénomination en termes de mots, on parle de Tso pour parler des Namche, c'est-à-dire des différentes consciences, c'est-à-dire en fait c'est toujours un agglomérat et il n'y a jamais une espèce de bloc de conscience qui serait une espèce d'entité qui existerait quelque part. C'est quelque chose qui est construit d'une part et d'autre part assez fluide, très volatile en fait, parce que très rapide. Les mouvements de l'esprit sont très rapides. Et l'observation qu'on peut mener, une observation attentive, sur la base du support, elle nous amène justement à prendre conscience qu'un support s'inscrit dans un domaine de conscience. Pour être très clair, ça signifie que si on porte notre attention au niveau du va-et-vient du souffle, au niveau des narines, eh bien dans ce cas-là, nous activons la conscience tactile, tout simplement. Donc quand on active la conscience tactile, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans ce champ de conscience. Si tout à coup nous entendons un son, en général on n'y prend pas garde, on entend un son, c'est tout. Mais en fait, du point de vue de la conscience est sortie du domaine de la conscience tactile et elle est rentrée dans le domaine de la conscience auditive. Si tout à coup nous sommes présents à un goût dans notre bouche, ça veut dire que notre conscience est entrée dans le domaine de la conscience gustative. Au départ, on ne l'observe pas du tout parce que la saisie d'un soi est par nature extraordinairement globalisante. C'est-à-dire, mais globalisante à un point où même c'est surprenant, tellement c'est globalisant. C'est-à-dire que c'est presque, j'ai envie de dire, brut et grossier, dans le sens où ça attrape tout avec soi. C'est comme un gros filet de chalutier. Ça ne fait pas le détail, ça racle le fond. Et donc, du coup, ça prend tout avec. Il y a quelque chose qui est incroyable, et donc, d'autant plus incroyable quand on commence à placer un peu, tout simplement un peu d'attention, comme nous sommes en train de le faire, dans le domaine des consciences. Alors tout à coup, on voit que en fait, nous existons, ce qui est une manière de dire bien sûr, mais nous déplaçons, ce qui est aussi une façon de dire, dans les différents champs de notre conscience. Et le seul fait de faire ce constat est très intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, ça nous rend attentifs au mouvement. On est en train de pouvoir sortir de cet état globalisant où on dit juste j'ai mal, je me sens pas bien, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus fin dans... Alors l'analyse, c'est peut-être un peu trop dire, le but n'est pas de faire une analyse, mais déjà dans la tout simplement conscience de ce que nous sommes en train de dire, conscience de ce que nous sommes en train d'éprouver. Et donc c'est pour ça que je vous rappelle que un support se place toujours dans un domaine de conscience sensorielle. Si on met notre attention sur un objet devant nous, on sollicite la conscience visuelle. Le but n'étant pas d'exercer nos consciences, ce qui peut paraître bizarre, parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que si par exemple nous posons un objet devant nous, imaginons on prend ce bout de bois, qui est le bâton du gong, voilà. Si on prend ce bout de bois qu'on pose devant soi, on place son attention sur cet objet,
l'idée, c'est pas du tout d'avoir un discours sur l'objet. Quand je dis discours sur l'objet, il n'y a pas besoin de tenir un discours très élaboré. Il suffit de se dire, ah tiens, le bâton est long pour que ce soit déjà un discours. Donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on rentre déjà dans le domaine de la conscience mentale. On est déjà sorti du domaine de la conscience visuelle. L'intérêt, c'est de revenir à quelque chose, j'ai presque envie de dire, très pur, très neutre. Les consciences, d'ailleurs, Django Control en parle comme d'une première possibilité de réalisation. Les consciences sont très simples d'une certaine manière, très peu élaborées. Elles voient, on pourrait dire, elles ne regardent pas. La conscience visuelle voit, ne regarde pas. Et pour que l'on regarde, il intervient beaucoup d'autres choses. Mais dans l'exercice de cette conscience sensorielle, encore une fois qu'elle soit visuelle, auditive, gustative, tactile, n'importe, il y a quelque chose de très simple, d'extrêmement simple. Et pour nous qui débutons dans la pratique, c'est toujours extrêmement intéressant de revenir à cette simplicité. Parce qu'on voit que dans cette simplicité, justement ce jeu globalisant, qui lui globalise tout, prend tout avec lui, en fait, il est extraordinairement brouillon. Et du coup, très compliqué d'une certaine manière. Alors que la perception des consciences sensorielles est très épurée. Et le fait de revenir au champ des consciences va calmer naturellement l'esprit, tout simplement, d'une manière évidente. Parce que on commence à avoir le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour prendre conscience, en fait. C'est des explications très simples que je vous donne, mais c'est juste pour nous permettre que quand on pratique et qu'on se place sur le support, que l'on puisse ainsi avoir cette qualité de présence sur le support, tout simplement. Donc observez aussi la distraction, elle est très intéressante la distraction, parce qu'elle est toujours le signe que nous sommes en train de sortir du champ de conscience, tout le temps. Et c'est pas grave, hein, c'est ainsi que l'esprit fonctionne. Et dans ce cas-là, on revient au champ de conscience que nous explorons, tout simplement, dans un premier temps. Voilà, on s'est un peu reposé, donc on peut continuer. Par contre, le choix du support, je vous conseille, alors après, vous faites bien sûr comme vous voulez, mais je vous conseille de prendre un support pour un moment méditatif. Après, on peut tester différents supports, mais quand on commence le moment méditatif, qui dure une dizaine, quinzaine de minutes, on reste sur ce support. Si on varie les supports, on n'a pas le temps d'observer ce que je viens de vous dire. C'est pas possible. Donc si on est sur l'observation du va-et-vient du souffle, on reste sur le va-et-vient du souffle. Si on est sur l'objet en face de soi, comme support de la conscience visuelle, ok, on reste là-dessus.
une petite pause. Vous avez toujours l'espace pour soit partager, soit poser des questions, soit besoin de clarifier, c'est toujours possible. L'exercice est très systématique, c'est-à-dire qu'il est, on pourrait dire, par nature épuré. On fait pas grand-chose, évidemment. C'est-à-dire que c'est une façon de comme aiguiser l'attention. Étant donné qu'on place la conscience sur un support, on prend l'habitude de rester sur ce support. Donc apparemment, on fait pas grand-chose. Il y a quelque chose de presque besogneux, dans le sens où on revient systématiquement sur le même support. Et pourtant, c'est cet exercice qui va permettre petit à petit d'amener des perspectives nouvelles, de permettre de développer une conscience beaucoup plus vive de ce qui est en train d'être vécu, et qui va enrichir le regard. Enrichir le regard, c'est pas l'enrichir avec quelque chose d'extérieur. Il s'enrichit de la compréhension de ce qui se produit. C'est pas une richesse extérieure. Il s'enrichit un peu comme quelqu'un qui regarde d'une manière très attentive. On peut imaginer des métiers ou des passions qui nous portent à cela et qui finissent par observer une infinité, variété dans une chose très simple. Donc c'est de ce type d'enregistrement que je parle. C'est-à-dire on ne rajoute pas quelque chose, on découvre ce qui s'y trouve. C'est pas un apport extérieur qui enrichit. C'est le seul fait de la qualité de cette présence qui finalement, petit à petit, va nous permettre de découvrir des aspects insoupçonnés. Parce qu'encore une fois, au départ, et c'est ça le point de départ, c'est un jeu extraordinairement globalisant. C'est un jeu qui dit j'ai faim, j'aime pas, j'aime, etc. Et il ne le sait même pas, presque. C'est-à-dire que notre niveau d'attention en général est très peu aiguisé. Par exemple, on ne va pas repérer que la plupart du temps, nous sommes, et d'une manière presque instantanée, tout le temps portés à soit à aller vers un objet, soit vouloir s'écarter d'un objet. C'est-à-dire on est dans un mouvement d'attraction-répulsion systématique. On ne l'observe même pas. C'était très intéressant d'entendre Rinpoché durant cette semaine où on était à Dakpo qui parlait du désir. Alors évidemment pas d'une manière, on pourrait dire caricaturale, mais simplement comme un mouvement de l'esprit, comme vraiment quelque chose qui est constant. Là, par exemple, cela, on va pouvoir se mettre petit à petit à l'observer parce qu'on porte notre attention à ça. Si on ne porte pas notre attention à ça, on ne le voit même pas. Donc, c'est de cette richesse-là dont je parle. Voilà. C'est pour ça que j'utilisais l'idée de curiosité avant. Il y a quelque chose de l'ordre de la curiosité, finalement. Parce que l'attention, c'est toujours lucide. C'est pas juste une concentration qui n'observe pas. C'est une concentration où est présente une lucidité. Il y a toujours une lucidité. Petit à petit d'ailleurs, c'est cette lucidité qui va donner lieu à ce qu'on appelle la vision pénétrante. On va passer du calme mental à la vision pénétrante. Mais c'est un passage, c'est un mouvement qui se fait de lui-même. Il n'y a pas un moment où, tac, on se dit, tiens maintenant,
on rentre dans la vision pénétrante. La vision pénétrante, c'est simplement que cette observation, elle se raffine tellement qu'on commence à voir, on pourrait dire. Alors après, le terme, c'est de se rendre compte qu'il n'y a rien à voir, mais ça, comme nous disent les textes. Mais disons que ça, c'est complètement égal. Au départ, on ne voit pas grand-chose. C'est pour ça qu'au départ, dans les textes, on va parler d'un tumulte comme celui d'un torrent dans une montagne. Et déjà, c'est très très bien de se rendre compte qu'il y a tumulte. Petit à petit, on peut sortir, c'est un peu comme si on observe le fracas, le mouvement de l'eau qui dévale dans une pente, puis on commence à l'observer. Donc là, il y a déjà extraordinaire. Ensuite, c'est toutes ces étapes pour arriver jusqu'à le fleuve tranquille, et puis ensuite à la mer infinie. Ça, c'est des images, bien sûr, mais pour dire que en fait, notre qualité d'observation change. Et donc, du coup, bien sûr, le rythme de cette production mentale change aussi. Elle s'apaise. Et quand ça s'apaise, on peut commencer à observer quelle est la nature de ça. Sinon, il n'y a pas de possibilité. C'est un peu comme si on était collé, au départ, on est collé aux choses, on est indifférencié aux pensées. On n'arrive même pas à se... On ne peut pas envisager qu'une pensée ne soit pas nous-mêmes. C'est impossible. Nous sommes la pensée que nous pensons. On ne s'imagine pas même la possibilité de... Et même c'est terrifiant. Si tout à coup, nous n'étions pas la pensée que nous pensons, alors qui sommes-nous? Il peut y avoir, on peut très très bien sentir qu'il peut y avoir des moments de quasi-panique en se disant mais si jamais je ne pensais plus ce que je pense, serais-je encore celui que je suis? Et il peut y avoir des moments comme ça. Tellement nous sommes indifférenciés. Donc voilà. On continue l'exercice. L'exercice est toujours très simple. Hein. Certainement que le Bouddha, jusqu'au moment d'atteindre l'éveil, finalement, il n'a fait que continuer à observer. Je ne sais pas évidemment ce qu'il a fait vraiment, mais on peut tout à fait s'imaginer que voilà, un yogi puisse méditer, ou une yogini puisse méditer comme ça, dans cette simplicité, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une grotte. Il ne va pas faire quelque chose de différent. Mais par contre, sa vision, elle va complètement s'ouvrir. Ça, c'est certain.
Cette qualité d'attention, on va aussi pouvoir la cultiver dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr que on est dans des contextes différents, étant donné que là on est dans un contexte très favorable pour ça. Volontairement, on s'est mis en retrait dans les textes tout le temps. On va parler de cette nécessité de la mise en retrait. Alors, mise en retrait, on peut aller jusqu'à la retraite, évidemment, mais littéralement, c'est du Dzin Le Wempa, c'est-à-dire on se met en retrait des activités distrayantes. C'est le sens d'une retraite d'ailleurs. Mais j'ai toujours entendu Lama Tenzong dire que le moment de la session méditation est déjà une manière de se mettre en retrait. Et que le lieu solitaire dont on parle à l'époque comme étant les solitudes des montagnes, ça peut aussi être une chambre isolée, plus ou moins isolée au milieu de la ville. Donc il y a façon et façon de comprendre tout ça. Mais quoi qu'il en soit, cette façon d'être en retrait, c'est pas pour se mettre au loin, c'est au contraire pour observer mieux encore. C'est toujours ça l'idée, en fait. Parce qu'on voit bien que le fait de se mettre en retrait, ne serait-ce que dans le temps de cette pratique méditative, ça peut donner, alors pour autant qu'on ne parte pas dans des grandes distractions, parce que ça c'est évidemment, la distraction vient nous enlever cette qualité de présence, on pourrait dire, c'est un peu une image, mais si cette qualité de présence est maintenue, dans ce cas-là, la mise en retrait est une acuité plus grande, une présence bien sûr plus grande à ce qui se produit. Donc le retrait n'a jamais été synonyme de désengagement, au contraire, mais par contre d'engagement très différent. C'est-à-dire que la présence, elle va nous permettre d'être justement présents à notre existence d'une manière certainement intéressante. Ne serait-ce que pour découvrir un certain nombre de choses qu'on ne voit pas. Et ça me frappe beaucoup dans l'enseignement de Jigme Rinpoche. J'en parle parce qu'il y a eu la diffusion ce soir et que nous revenons en plus d'une semaine à Dakpo, mais cette insistance qu'il a à sans cesse mettre en relation l'enseignement théorique et la pratique méditative, l'un supportant l'autre. Et ça, c'est vraiment une chose extrêmement importante. C'est-à-dire que tout va faire finalement sens quand on parle de la loi du karma, quand on parle de la précieuse existence humaine, etc., etc. Tous les grands thèmes traités par l'enseignement du Bouddha, finalement, on finit justement par les découvrir ou en découvrir le sens aussi dans la pratique méditative. Donc, cette acuité plus grande, c'est aussi une meilleure compréhension progressive de toutes ces notions. Donc, ne serait-ce qu'on parle beaucoup d'impermanence, c'est tant vu qu'on est en plein dedans avec ces enseignements de l'Acharya Kunsho Tenzin sur le Dakpo Targen. Mais l'impermanence, elle se constate tout le temps, pour autant que l'on y porte attention, justement. Donc voilà. C'était pour m'encourager et du coup vous encourager à porter cette qualité d'attention dans la vie quotidienne aussi, évidemment. On va s'arrêter là, on est au terme de cette session. Merci beaucoup d'avoir été là, en présence et puis en distance, comme on dit, mais il n'y a pas de distance ni de présence, il n'y a que nous qui sommes ici, d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Donc, merci, on va conclure par une dédicace. Sunam diye tam je pane tom ne nye pedanam pam jene ke gana je balab to paye si pe zole do adol warai. Merci beaucoup. Et si vous suivez le cycle Gampopa, on se retrouve mercredi, et déjà mercredi 18h30 pour tout le monde, bien sûr, pour la pratique de Chenrezi, 19h30, l'enseignement, ou plutôt la session réflexion-intégration autour du Dakpo Targen, de l'ornement de la libération. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Et prenez bien soin de vous.